Si j'ai une politique, c'est, entre guillemets, c'est le faire, quoi. C'est faire des trucs, il n'y a qu'en faisant des choses en fait que tu apprends, faire le cheminement, avoir le résultat, savoir le regarder, savoir le... Et puis continuer de ça, et puis ce petit caillou t'amène à ce petit caillou, à ce petit caillou. Pot cassé, le podcast d'Atelier, une série audio sur la vie de céramiste réalisée par Sarah Gatin et Louise Gouttereau. Toc, toc, toc. Salut. Bonjour. Épisode 5, les planètes, de l'art baroque et beaucoup de style. Bienvenue. Merci. Qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'émailler des bols bullés. Chloé Peterman. Que j'appelle bols bullés, mais qui sont de plus en plus marbrés maintenant. Mais... Cet atelier, c'est un lieu qui est effectivement lumineux du fait de la baie vitrée qui est au bout et qui me permet de des fois voir les enfants de mes proprios qui passent, donc c'est plutôt sympa, et les poules aussi. C'est un lieu qui était un bureau et qu'on a transformé en atelier quand je suis arrivée ici dans la Drôme, et je m'y sens vraiment bien. C'est un lieu où je suis seule, en fait je suis au rez-de-chaussée d'une maison d'habitation, et je suis plus du tout dans un lieu collectif, et c'était mon souhait parce qu'avant j'étais dans un très gros lieu collectif. Il y a une photo là accrochée à mon mur de l'usine Kugler à Genève, où j'ai passé des moments incroyables, où j'ai plein d'amis, où ça a été un lieu très très fondateur pour moi, mais j'étais aussi très investie dans la partie associative, et j'ai eu envie en arrivant ici d'avoir un atelier vraiment seul, où je ferais pas de micro-assemblée générale dans le couloir en arrivant parce que je croise je sais pas qui, et où je viendrais vraiment pour bosser. Pour bosser sur la céramique. Voilà, pas sur le reste. Mais sinon, mon atelier, on a par exemple là, à côté de ma table de travail, il y a un très beau cadeau qu'on m'a fait. C'est un tirage sur métal d'une photo de la NASA. C'est la planète Europe, qui est une des dernières planètes qui a été découverte, je crois. Et c'est mon ami Steve qui m'avait offert ça parce qu'il avait vu mon projet Météora au musée Ariana, qu'il avait vu le lien que je fais entre mes bols bullés et les planètes. Côté comme ça, force un peu tellurique. Donc elle me regarde, toujours, quand je suis ici. Dans tous les lieux d'atelier que j'ai eus, même quand j'étais encore au CAP, à Antibes, dans l'internat, j'ai toujours eu des murs de photos, murs d'articles, murs de textes, de citations, qui sont un peu des inspirations, des moments qui sont importants pour moi. Là, il y a aussi, par exemple, il y a une photo de moi dans l'atelier à Kugler, parce que j'aime énormément cette photo qui avait été faite, ça me rappelle ce lieu. Il y a des pièces anciennes, toujours souvent dans mes ateliers, des photos de pièces anciennes, d'art ancien, en céramique ou pas d'ailleurs, mais... un petit tract issu d'une manif féministe à Genève, là, occupez-vous de vos prières, on s'occupe de nos ovaires, enfin différentes choses qui parlent de mon univers, effectivement. Je suis à l'aise en fait dans cet atelier, on n'est pas dans ce petit truc où chaque chose doit avoir sa place, parce que pour travailler c'est toujours un peu compliqué. Et puis mon atelier c'est toujours un endroit, je sais pas si c'est le cas de tous les artistes ou de tous les céramistes, mais moi en tout cas j'ai toujours beaucoup de pièces en stock. Quand j'arrive à l'atelier, j'ai toujours l'œil sur plein de pièces que j'ai faites, dont certaines très anciennes, que je peux continuer à beaucoup aimer, mais qui font que voilà, je suis dedans, quoi. Et ça me plaît, en fait, d'avoir ces pièces autour de moi. Et puis c'est super quand, évidemment, des gens viennent me visiter, j'ai toujours des choses à montrer, on peut parler, ou même quelqu'un qui, tout d'un coup, a un cadeau à faire peut aussi venir se balader, peut-être faire une vente à l'atelier, qui sont toujours les meilleures. Parce que c'est hyper facile, tu te déplaces pas, tu sors pas, tu pars pas sur un événement, tu trimbales pas ton bazar sur un marché, tu prends pas la pluie, le vent, la grêle, et tu touches 100% du prix de l'objet. Puis sinon, y a énormément de matos évidemment, et notamment ces étagères là d'engobe et d'émaux qui sont un peu la base de mes bols bullés. Puisque c'est un boulot qui est un peu expérimental et où j'utilise énormément de matières différentes. Donc ça fait beaucoup de boîtes. On peut voir que je mange beaucoup de glace. Moi, mon premier rapport à la Terre, c'est assez simple. C'était dans un atelier, du mercredi après-midi ou du samedi après-midi, qui était un atelier où on pouvait faire plusieurs pratiques artistiques. J'ai commencé là-bas par du dessin, de la peinture, et puis je suis venue à la Terre un peu comme ça dans l'atelier. Donc j'étais toute petite en fait.
Et puis après, là où ça a basculé vraiment sur la céramique, c'était le truc méga cliché où sur un marché de potier, j'ai vu quelqu'un tourner et j'ai dit je veux apprendre ça. Et là, j'étais, je pense, en troisième ou en seconde. Et mes parents m'ont dit bah oui, clairement, mais passe ton bac d'abord. Et donc j'ai fini mon bac, j'ai fait un bac littéraire, ça m'a plu d'ailleurs. Et après, j'ai enchaîné avec le CAP, la formation vraiment technique, et après ça, l'école d'art à Genève, en section céramique aussi, donc du coup il y avait vraiment les deux, ça m'a permis d'enchaîner, et c'était parfait en fait, de faire une formation vraiment technique, le CAP, le bac pro céramique à Antibes, et après l'école d'art à Genève. Donc voilà, donc la céramique, oui, ça vient de loin dans le sens où ça vient de l'enfance, et sachant que c'était du modelage, c'était des choses à la plaque, c'était pas le tournage au début, mais c'était déjà cette plasticité en fait, ce truc où tu peux faire ce que tu veux à partir d'une boule de terre. Mais je dirais pas que ça vient de... Enfin tu vois, j'ai pas l'impression d'avoir un truc mystique avec la terre, ou que j'étais née pour ça, ou... Non, j'ai fait cette découverte, et ça m'a... Il y a une telle liberté en fait, c'est ça le truc. T'as l'impression que tu vas pouvoir tout faire quoi. Et puis qu'il y a une découverte qui est permanente en fait, une expérience qui est permanente où t'as jamais l'impression d'avoir fini d'apprendre ou de comprendre le matériau quoi. Alors Antibes, quand tu fais le CAP tournage, bon ben voilà, hein, c'est le tournage, c'est les formes, c'est poser les anses, c'est plutôt sur le façonnage, même si t'as 2-3 bases d'émail. Et puis c'est après, pendant le brevet des métiers d'art, où là on développe plus effectivement la recherche des mots. Mais je pourrais pas dire que c'était vraiment... Je sais pas si à l'époque en tout cas, j'avais pas du tout le rapport que j'ai maintenant à l'émail et à la couleur. Je pense que j'avais des antennes qui n'étaient pas du tout encore assez, tu vois, aiguisées sur ça. Je me souviens, par exemple, je me souviens très bien du stage avec Hélène Latoumétier était venue nous faire une intervention à Antibes quand j'étais en brevet des métiers d'art. Et c'était plus le décor, tu vois, qui m'avait... Ça, j'ai des souvenirs très clairs de quand elle est venue. Et d'ailleurs, je me souviens très bien, on avait foiré la cuisson, les mailles avaient trop coulé, tous les décors avaient glissé et tout. Mais je m'étais absolument régalée à faire du décor floral avec elle. Et je me souviens très bien, elle m'avait dit, mais toi, t'es douée hein, pour le décor. Alors que... A priori, c'était pas du tout ça, tu vois, je pensais pas du tout, j'étais plutôt sur tourner, poser un émail. Et c'est elle, du coup, un peu qui m'a amenée vers le décor, qui a quand même été ma pratique pendant hyper longtemps et qui continue un peu à l'être avec mes porcelaines. C'est clair que ouais, dans nos parcours, y a des rencontres qu'on fait qui sont vraiment fondatrices. Dans le tout début de mon parcours, la personne qui m'a vraiment fait rentrer au sens propre dans la céramique, c'est un monsieur qui s'appelle Jean-Baptiste Bonnefous, qui maintenant est à la retraite, mais qui était céramiste à l'époque dans les Landes, près de chez moi, près du Bordelais, et qui était un ancien homme de foi, qui est sorti de ça en fait et qui est devenu céramiste et qui je crois avait beaucoup appris avec Daniel de Montmolin et qui lui était vraiment le potier du village qui fait des objets utilitaires, qui travaille entre autres sur commande, qui fait des photophores, qui fait des bols, qui fait des assiettes, enfin tu vois. Et c'est la personne chez qui j'ai fait mon premier stage de tournage pendant ma formation évidemment, donc hyper formateur quoi. Hyper formateur sur les choses très basiques, sur qu'est-ce que c'est un objet fonctionnel, comment on fait pour économiser la terre, comment on a une logique d'économie aussi dans l'atelier pour remplir le four à donf. Il savait quelle valeur d'argent il y avait dans son four, par exemple. Genre de truc, tu vois, moi... Putain, quand je remplis mon four, aucune idée. Enfin, mais voilà, des choses comme ça, comme d'une véritable économie en fait. C'est une autre vision de ce que je fais moi maintenant, évidemment, mais super intéressante. Puis c'était juste quelqu'un de absolument adorable et on a passé des super moments dans l'atelier. Alors l'atelier avec France Inter branché, évidemment. Alors ça, c'est un truc. On est quand même une population, enfin un métier où les gens écoutent la radio, quoi. Parce que dans l'atelier, tu peux écouter la radio. Tu as cette chance de faire une chose où tu n'as pas forcément besoin d'être ultra concentré. Alors des fois, j'éteins parce que j'ai besoin, notamment pour le travail de sculpture. Des fois, c'est compliqué d'être avec la radio. Mais que ce soit chez Jean-Baptiste, que ce soit chez Jean-Noël, mon Marsan, tout mon parcours, j'écoute la radio. Alors j'ai plutôt basculé sur France Culture, sans vouloir faire ma snob, mais hyper intéressante. Donc voilà. Après, tu rencontres d'autres gens, tu pars faire une école d'art. Donc là, évidemment, ça explose tout. T'as tes profs qui te disent mais Chloé, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas
Qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas aller faire des bols à 10 € en France, là, à vivre comme une pauvre. C'était un peu... Il y avait vraiment ça, moi, quand je suis arrivée, en fait, à l'école d'art à Genève, où je sortais, tu vois, d'un CAP, d'un bac pro en France, et en fait, je voulais aller faire des bols au Larzac, quoi. Clairement, c'était ça. Et mes profs, ils tombaient des nues, quoi. Genre, mais qu'est-ce que tu vas aller foutre? Enfin, non, un bol à 10 €, non. Enfin, genre, on va faire... Ici, peut-être, on va faire autre chose. Et pas avec une... Je crois pas avec une... C'est pas prétentieux, c'est pas... mais c'est... un objet, ça a une valeur, il faut défendre cette valeur. Oui, faire des objets chers, ça peut s'entendre parce qu'il y a un vrai métier derrière. Enfin, tu vois, c'est cette défense aussi du savoir-faire. Alors après, ça peut se discuter. Je comprends tout à fait de faire des bols à 10 € quand c'est ce que tu veux faire et que ton économie d'atelier, elle a été pensée comme ça. Je veux pas avoir l'air prétentieuse du tout avec ça. Mais il y a eu un clash de monde un peu, quoi, quand je suis arrivée à Genève, clairement. Moi, je me souviens très bien, quand j'étais en première année d'école d'art, j'étais offusquée de savoir que les galeries prenaient 50%. Tu sais, je ruais dans les brancards quand on me disait ça. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est du commerce, ils nous volent notre argent et tout. Et puis bon, voilà, après tu fais ton cheminement et puis tu comprends que ces gens-là en ont besoin, qu'ils se tapent tout le boulot de contact, d'event, d'accueillir le client, chose que j'ai pas tout le temps envie de faire, donc tant mieux. Et qu'ils ont un savoir-faire en fait aussi pour faire entrer les clients dans ton boulot et que tout ça, voilà, ça a un prix. Et du coup, après, quand tu travailles avec des galeristes qui font bien leur job, et qui sont chouettes avec toi et qui te vendent des pièces, t'as aucun problème pour leur filer les 50%. Tiens, c'est bizarre. Donc voilà, merci à eux. Mais c'est vrai que, ouais, il y a eu quand même cette transition entre une formation assez technique et assez métier et arriver dans une école d'art où ça explose un peu tout et j'avais une possibilité de technique et pour que mon boulot il se déploie, quoi. Donc c'était une combinaison qui était vraiment parfaite et tout ça se croise et c'est là que les choses intéressantes commencent à arriver, quoi. Je n'ai pas énormément voyagé de toute façon dans l'ensemble dans ma vie, mais c'était plutôt pour rejoindre ma sœur parce qu'elle est journaliste et qu'elle a été journaliste en poste à l'étranger dans plusieurs endroits. Et j'ai été la voir au Pakistan 2 fois. Et là, lors d'un des 2 séjours au Pakistan, on a fait une petite excursion dans une ville qui s'appelle Multan, une ville très particulière où il y a une production traditionnelle de céramique. Et alors, pas du tout ce qu'on imagine, du grès coulé au fin fond du Pakistan, cuit au fioul. Alors là, tu fais ok, c'est quoi ce truc? Et c'est une manufacture, c'est pas un petit potier, tu vois, c'est une manufacture, c'est vraiment une usine. Et ça, c'était une visite magnifique. Et puis, on a vu les hommes. J'ai fait des vidéos de ça, des hommes qui décoraient à une vitesse, tu sais, toujours ce truc, le savoir-faire, quoi. T'as l'impression que la vidéo, tu la regardes, t'as l'impression que c'est en accéléré. Tu sais, le gars, il est au pinceau, il décorait à l'oxyde comme ça sur émail. Magnifique. Et puis, non, après l'autre grand voyage en céramique que j'ai fait, mais ça c'était une résidence, mais c'était quand même aussi un voyage, c'était à Kala, en Allemagne, dans une usine de porcelaine, fabrication allemande, où ils organisaient tous les 2-3 ans une résidence. J'avais été choisie, donc on était 12 artistes, céramistes et designers en résidence dans l'usine. C'est délire complet, quoi. Enfin, c'était absolument génial. On était pendant 4 semaines à bosser sur nos travaux. On faisait ce qu'on voulait en utilisant le four-tunnel, en utilisant les émaux, en utilisant les déchets de terre, la terre dispo. Il y avait à la fois du coulage et de l'estampage dans cette usine. D'être confronté aussi un peu à la vie des ouvriers, parce qu'en fait, c'est pas tous les jours qu'on rentre dans une usine. Moi, je suis pas du tout issue d'un milieu ouvrier, tu vois, donc c'est quelque chose que je connais pas. Mais toi, t'es artiste, t'es dans une usine de céramique, tu trouves ça fantastique. Enfin, le gars qui toute la journée des émails des formes, je trouve pas ça fantastique. Enfin, tu vois, c'est juste chiant en fait de faire tout le temps le même truc. Ou qui mange son sandwich à la pause de midi assis sur une chaise au milieu des machines, dans le bruit. Ça, c'était aussi un peu une découverte pour moi. Mais par contre, extraordinaire la machine pour désémailler. Hein. C'est un gros tapis d'éponge qui tourne et qui rentre dans l'eau et puis du coup, tu poses ta pièce comme ça dessus et ça te désémaille parfaitement le pied. Ah, c'est trop bien. Et les nanas qui émaillent, les émailleuses, alors c'est magnifique aussi. C'est génial parce que j'ai pu en faire l'expérience. Donc elles ont un immense bac à émail, comme ça, au fond duquel il y a une hélice qui du coup garde en suspension tout le temps l'émail. Et en fait, elles mouillent leurs mains à l'émail,
elles prennent la pièce, donc du coup, vu que la main est mouillée, ça fait ventouse, tu vois, ça colle, et hop, et elles ont un geste comme ça en tournant dans le bain d'émail, et hop, et elles le redressent, et le truc tient comme ça sur leurs mains. Magnifique, et tu vois ça, t'as l'impression que c'est méga facile. Donc moi, ce qui s'est passé avec cette expérience, c'est que quand ils m'ont renvoyé mes pièces, DHL a perdu mon paquet pendant quelques jours, quand tout est arrivé, c'était pété, bref, mauvais souvenir. Sachant que j'avais une expo avec les pièces, donc c'était vraiment génial. Et du coup, Kala m'a réinvitée très gentiment. Je suis repartie passer une semaine pour refaire des pièces. Mais là, c'était plus le contexte de la résidence, j'étais toute seule dans l'usine, c'était un peu plus costaud. Et au moment où il a fallu que j'émaille, les émailleuses, il y avait congé, c'était un gros week-end, j'étais toute seule pour émailler. Bah, tu verrais la gueule de mes pièces au niveau émaillage, c'est pas le même savoir-faire que les nanas qui forcément émaillent, j'en sais rien moi, 100, 120 pièces par jour, je pourrais pas dire, plus peut-être. Moi, j'ai un immense respect pour ça, en fait. Elles ont dans leurs mains de l'or, quoi. Ce savoir-faire d'être allé au bout d'un geste, en fait, de la compréhension d'un geste et des conséquences de ce geste sur un objet, quoi. Ça, moi, ça me fascine. Alors, j'ai choisi une pièce qui s'appelle Le Ruisseau et qui fait partie de ma série des meubles paysages. Donc ça, c'est mon travail sculptural. C'est un petit parallélépipède rectangle qui est posé sur pied, donc qui est surélevé, qui est creux à l'intérieur, qui fait donc comme une sorte de promontoire, un petit socle, et sur lequel naît une forme. Et si on voulait la décrire, Ruisseau, c'est une pièce dont les pieds sont émaillés avec de l'or mat, donc ça lui donne un côté un peu baroque. Beaucoup de mes pièces qui sont comme ça en lien avec l'univers baroque, j'aime beaucoup. Et sinon, elle est émaillée dans des émaux très mat sur la partie du socle, et notamment un turquoise, du turquoise posé sur un émail blanc mat. Enfin, il y a des superpositions en fait de gris, de blanc, de bleu. Et la partie qui pousse en haut, elle est brillante. Là, pour le coup, Ruisseau, c'est assez direct. C'est vraiment une pièce pour moi, c'est vraiment une pièce qui glisse et qui coule, parce qu'il y a un émail gris là qui a particulièrement coulé à la cuisson et qui a fait des petites gouttes au bord du promontoire là qui me plaisent beaucoup. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'eau, quoi. Avec un orange mat à l'intérieur. Alors ça, par exemple, ça fait un petit clin d'œil à Odile, avec qui j'avais eu une discussion sur les maisons, justement, mes premières maisons, qui étaient des pièces, disons, creuses, mais une fois posées, tu ne voyais pas l'intérieur, quoi. C'était des sortes de petites maisons extrêmement poncées, un peu maison Monopoly, une espèce de l'archétype comme ça de la maison. Et je les avais présentées à un concours, je me souviens, c'était pour le concours de Terrala. Elle faisait partie du jury et on avait eu une discussion à la suite de ça en me disant « Mais Chloé, c'est un peu dommage quand on les soulève et qu'on regarde l'intérieur », ce qui est effectivement le geste de tout, soit céramiste, soit collectionneur de céramique, parce que l'intérieur est toujours intéressant. Elle me dit « Mais... il n'y a aucun soin en fait à ton intérieur, bah tu vois, c'était pas émaillé, c'était estampé à l'arrache et il n'y avait pas eu de soin autour de ça. Ça m'avait quand même fait un peu réfléchir, c'était une remarque qui était intéressante. Et là, pour le coup, les meubles paysages, je m'éclate aussi avec, alors volontairement laisser les traces de doigts parce que je trouve ça très très beau, mais sur le traitement d'émaillage ou de matière aussi à l'intérieur. Je vois que sur les événements céramiques, t'as plein de gens qui soulèvent les pièces, même des pièces culturelles, quoi, comme si on voulait voir l'intérieur, on voulait voir aussi comment la forme elle est construite, est-ce que c'est creux, est-ce que c'est plein, et peut-être ça vient vraiment de cette histoire du bol, quoi, soulever, voir où est la signature, voir où s'arrêtent les mailles, voir comment a été tournassé le pied, c'est sûr, ouais. Ou c'est aussi pour ça que des fois on voit des gens qui sont pas très soigneux au tournassage ou à l'émaillage. Ouais. Des fois on est déçus quand on soulève. Et Philippe Barbe, lui, il me disait, alors ça marche pour un bol, mais ça marche pour n'importe quel objet, le rapport au sol, le rapport en fait entre ta forme et l'endroit où elle se pose. Et ça, c'est un truc, j'y pense, il faut vraiment souvent y penser. C'est vraiment important comment cet objet il va se poser sur une surface plane, quoi. Donc soit le tournassage avec le bol, et pas forcément le tournassage, parce que les bols japonais, tout plein de bols où ils tournassent pas, ou alors c'est vraiment fait à la main, enfin il y a 1000 méthodes et on se fiche finalement de la méthode, mais comment ça se pose, c'est un peu comme comment nous on est posé, enfin c'est vraiment la prestance d'un objet comme nous on est, comme on se tient en tant que corps, quoi. Quand je dis que je recuis beaucoup,
Je recuis pas mal sur les bols, je recuis aussi en sculpture, et avec les pieds, il y a une limite, quoi. C'est-à-dire que la 3e haute température, ton truc, il a quand même tendance à s'avachir, clairement. Alors, des fois, c'est très très beau. Des fois, c'est vraiment le pied qui a comme un souffle, quoi, où tu sens que, hop, la forme, elle s'est un tout petit peu avachie sur les pieds, mais ça reste tendu. Des fois, c'est juste pas beau, quoi. Surtout quand je mélange quand même de temps en temps des terres noires qui sont quand même beaucoup plus fusibles. Donc des fois je me dis, bon celle-là, voilà, là je vais pas la recuire, sinon vraiment elle va avoir trop chaud. Les mailles, je crois que c'est quand même venu plus avec le temps, avec les stages. Parce que c'est un truc tellement... tu peux rester en fait à une vision tellement basique de l'émail. Je veux dire, tu peux très bien rester toute ta vie, j'ai un émail blanc, j'ai un émail bleu, j'ai un émail rose et il me plaise, enfin tu vois. Et faire aucune expérience en fait. Juste te contenter de ça parce que c'est ton revêtement, parce que ça fait que tes objets, oui, on peut les laver, et que ça te plaît sur ton registre de forme, mais c'est vraiment à Genève en fait, avec l'école d'art, avec Philippe Bard, avec toutes les subtilités en fait immenses que tu découvres. C'est un monde en fait, l'émail, au final. Et en plus, il y a le côté petit chimiste, où tu peux toi-même commencer à chercher des recettes, te caler dans les bouquins, alors voir ce que ça donne sur la photo, et puis le faire et voir que ça donne pas du tout ça, et puis voilà. Donc ça s'arrête jamais en fait. Et le travail d'émail, c'est à la fois être très exigeant dans la recherche des émaux, il y a une forme d'exigence de chimiste, et en même temps tu peux aussi avoir une utilisation des émaux, comme je le fais moi dans ce travail-là, qui est hyper décomplexé en fait. Où t'es dans la superposition, où t'es dans le contraste de couleurs, où tu sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, tu tentes, où t'es dans la recuisson, puisque moi je recuis maintenant de plus en plus, c'est-à-dire je réémaille sur cuit à haute température avec du colle émail et tout. Donc cette idée des couches de couleurs qui s'agglutinent. Donc moi à Genève, j'allais à la Fondation Bor, qui est une fondation d'art asiatique, où il y a énormément de choses en céramique, où tu vois, t'as des émaux tang, des émaux song, enfin, où c'est cette espèce de perfection, soit de la couleur, soit de la forme, soit des deux, évidemment quand c'est les deux, du décor aussi, et où il y a une sorte de fascination, genre mais j'arriverai jamais à faire ça et tout. Et puis après tu chemines et tu fais des expériences dans l'atelier, et puis ce magnifique émail rose mat que t'as vu sur une pièce, sur un minuscule bol à thé à la forme absolument parfaite, toi il peut être génial aussi juste en intérieur d'un bol qui est complètement rock'n'roll, mais il faut juste faire l'expérience pour s'en rendre compte. Une fois c'était à Saint-Sulpice, je crois, j'avais un bol comme un intérieur rouge, un très beau rouge, très profond, que j'ai effectivement vendu, et le monsieur, avant de faire son choix, mais il le regardait très précisément et tout, et me dit ça c'est vraiment un beau rouge de cuivre. En fait c'était un émail indus, quoi. Et je dis non, en fait moi j'utilise un peu tout, il y a des émaux que je prépare, des émaux que je prépare pas. En plus moi ici j'ai un four électrique, donc je fais pas de réduction, tu vois, j'ai un four à gaz chez ma maman à Bordeaux, donc de temps en temps effectivement je fais une cuisson en réduction pour avoir des intérieurs très particuliers, des céladons, des rouges de cuivre, mais c'est que de temps en temps. Mais c'est rigolo parce que ça confronte vraiment ce truc à la fois du connaisseur qui reconnaît un rouge de cuivre, et ça aurait tout à fait pu en être un, hein, franchement vu la teinte, aucun souci sur son diagnostic, mais c'est le truc là où tu dis bon, est-ce que je lui dis que c'en est un ou est-ce que je lui dis que c'en est pas un, parce que c'est vrai qu'il y a aussi des puristes, et pourquoi pas. On avait une discussion autour de ça avec Philippe Bard, je le cite souvent, mais bon voilà, ça a été quelqu'un hyper important dans mon parcours et que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup, c'est vraiment un ami. Et il me disait ça, il me disait mais de toute façon Chloé, la céramique c'est tellement... la recherche est tellement infinie, tu peux passer ta vie à travailler sur le rouge de cuivre, sur le céladon, sur tel feldspath, et tu y passeras 30 ans et tu t'ennuieras pas. Donc effectivement, si t'es dans le jusqu'au boutisme, tu peux le faire. Alors moi, juste au moment où je suis maintenant, ma carrière prouve que c'est pas du tout ça mon truc, parce que j'ai fait plein de choses différentes en céramique, et que maintenant je fais même des pièces en terre brute, en monocuisson, non émaillée, alors que quand tu vois mon boulot jusqu'à maintenant, tu te dis ok d'accord, elle a fait un virage, mais en même temps c'est pas vraiment un virage, c'est un peu comme dans la vie, j'ai envie de faire beaucoup de choses, donc du coup je prends un peu tous les chemins à la fois. C'est sûr qu'on peut avoir une approche, moi je vais faire que des céladons, et puis mes céladons ils seront faits que avec ça ou avec ça, et on peut aller dans le jusqu'au boutisme de ça, et je trouve ça beau aussi, quoi. Et puis aussi, un émail indus, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors oui, évidemment, ils te disent, alors ça va être pailleté rose, et puis il faut le cuire à telle température. Oui, sauf que qu'est-ce qui t'empêche de le cuire plus bas, de le cuire plus haut, de le poncer, de le recouvrir Donc en fait, un pot d'émail, avec ça, tu peux faire plein de choses. C'est ça qui est incroyable avec ce matériau. C'est pas... respecter ce qui est écrit dessus n'est pas forcément la bonne idée, quoi, en fait.
Et il y a des fournisseurs qui font des trucs mais tellement fous, quoi. Des mailles où t'as des paillettes d'émail de couleur prises dans un émail blanc, tu poses ce truc, mais c'est Alice au pays des merveilles, quoi. Clairement, mon métier est en accord avec mon mode de vie, surtout dans la flexibilité que ça m'offre. Je sais même pas si j'ai 38 ans, on pourrait penser que je suis encore malléable, mais je crois que j'aurais énormément de mal à passer à une vie avec horaire de boulot, avec horaire de bureau, enfin avec un horaire où on m'attend, et ce serait vraiment compliqué. Après, financièrement, clairement, c'est précaire, ça c'est pas une nouvelle. C'est-à-dire que chaque mois, on touche différemment, donc on sait pas combien on va gagner le mois d'après, et en plus, on sait pas si on va gagner tout court, finalement. Donc là, ça quand même, c'est un peu plus compliqué. Moi, je considère que je suis chanceuse dans mon parcours, dans le sens où j'ai quand même été rapidement invitée sur des gros événements et que du coup, je me suis rapidement fait connaître des amateurs de céramique, des petits, grands et immenses amateurs de céramique, dont les collectionneurs, et que du coup, des galeries m'ont invitée. Enfin voilà, moi, je considère que j'ai été hyper bien, que mon travail, il a été super bien reçu, quoi. Je suis très reconnaissante de ça. J'ai des galeries à l'année. Évidemment, ils peuvent ne rien vendre, on est d'accord. Mais c'est quand même plus sécurisant que d'avoir aucune galerie à l'année et de ne tenir que sur est-ce qu'on va m'inviter ou est-ce que je vais être prise à ce marché. Sachant qu'en plus, moi, maintenant, je candidate sur très très peu de marchés de potiers puisque ça correspond plus tellement, le public ne correspond plus tellement à mon travail. Après, j'ai aussi fait le choix, parce que je pense que c'est quand même un choix, de continuer par exemple mon travail de porcelaine décorée, où il y a des décors d'animaux, des décors de paysages, très grand public, beaucoup moins cher que tout le reste de ma production. Et ça, ça touche un public qui peut mettre 30 € dans une tasse expresso, mais pas 50 et encore moins 200 dans un bol. Bol bullé, où là effectivement on est vraiment dans l'objet d'exception. Ou quand on n'est pas un féru de céramique, on a un peu du mal à mettre 150, 200, 250 € dans un bol, qu'on a en plus peur de casser, enfin voilà. J'ai eu des questionnements et j'ai encore des fois des questionnements sur le fait de faire des objets chers. Des fois j'ai une forme de culpabilité par rapport à ça. Oui, des fois je fais des bols, ils coûtent 250 € et oui, c'est clair que tout le monde peut pas se le payer. Et que les gens qui peuvent se le payer, des fois c'est pas des gens avec qui j'ai envie de passer mes soirées. Mais voilà, ça fait partie du choix que j'ai fait pour pouvoir vivre de ce boulot. Et au fond, il y a aussi une forme de gratification à ça, c'est-à-dire de voir qu'une personne peut mettre tout cet argent dans ton objet, c'est aussi que tu peux imaginer qu'elle comprend quel processus créatif derrière, quelle formation t'as eu derrière, quel investissement émotionnel t'as mis dedans et quelle forme de sacré, entre guillemets, il y a dans cet objet. Après, comme je dis des fois, j'ai pas toujours envie de savoir le métier qu'ils font, les gens qui m'achètent des pièces. Il y a un monsieur qui est un homme tout à fait adorable, d'ailleurs, que je vois plus maintenant, plus trop sur les événements, mais qui m'avait donné sa carte. J'avais mis quelques semaines avant d'aller voir, tu vois, ce que c'était. Et effectivement, le monsieur était gestionnaire de fortune, ou il faisait du conseil fiscal, ou ce genre de truc. Non, c'est pas en lien avec mes valeurs. J'ai quand même accepté de lui vendre une pièce. Après, de toute façon, tu vas pas commencer à faire une sélection, genre, vous faites quoi comme métier ? Non, je vous en vends pas. Enfin, tu vois, bon. Mais ça pose, éthiquement, des fois, ça pose problème, c'est sûr. Ça me convient d'être dans de pas gagner beaucoup d'argent, ça n'a jamais été trop le but. D'ailleurs, il y a une citation là, alors je ne sais pas de qui elle est, entendue à la radio justement. J'aime vivre avec peu d'argent, mais beaucoup de style. Voilà, donc ça, je pense que ça résume assez bien le truc. Donc j'arrive toujours à trouver des fringues dans des second hand absolument incroyables, mais qui m'ont coûté 5 €, tu vois, c'est ça. Parce que j'en ai pas mal des phrases dans l'atelier, j'aime bien accrocher des choses qui m'ont marqué, mais c'est la phrase de Pasteur. Alors, dans le champ des observations, le hasard ne favorise que les esprits préparés. Et donc moi, si tu veux, par rapport à mon travail de bol bullé, ça tape dans le mille. C'est le processus ou le matériau qui va te dire, qui va te donner la piste.
Et moi, mes bols bullés, c'est né d'un défaut. Hein. Enfin, c'est né d'une pièce où mon décor en engobe noir, là, il y avait trop de colorant dedans. Du coup, sur la ligne, il a tout bullé. Et on a eu l'idée, avec Philippe, de poncer au diamant cette ligne noire. Du coup, toutes les bulles ont éclaté et ça a fait ce réseau. Et je me suis dit, ça, moi, je veux refaire. Et après, j'ai cherché comment refaire. Donc, c'est ça ce qu'il dit Pasteur. C'est-à-dire que si t'es pas préparé, tu vas juste dire, cette pièce, elle a un défaut, tu vas la balancer. Tu vas pas accueillir ce truc qui se passe et tirer le fil que tu peux tirer à partir de ça, quoi. Je suis pas quelqu'un de du tout patient et la céramique te l'apprend, ça c'est clair. Mais l'autre chose, ça c'est plus positif peut-être, c'est de se faire confiance et du coup de pas avoir peur de repousser les règles. Oui, il y a des choses, il y a des règles à respecter en céramique. Clairement, si t'enfournes un truc mouillé, tu vas te le prendre dans la gueule, on est sûr. Mais, tu vois, par exemple, aux Arts Déco, il y avait un gars qui arrivait des Beaux-Arts, il était pas du tout céramiste. Moi, j'étais assistante à l'époque, et une fois, je rentre dans l'atelier, il était en train de découper une pièce à la scie sauteuse. Bon, tu te dis, ça va pas ou quoi? Et puis en fait, voilà, il faisait son chemin, cette pièce en biscuit, il voulait la découper à la scie sauteuse, je crois qu'il s'en est sorti finalement. Et en fait, oui, il y a plein de choses possibles, et avoir confiance dans ce processus, en fait, dans le fait de repousser un peu les murs autour pour voir où ça peut t'amener. Alors, ça exige de la patience, effectivement, parce que tu vas faire des allers-retours, quoi. Tu vas avancer, tu vas avancer d'un pas, tu vas reculer de deux, mais au bout, il y a des résultats. Ce serait ça. Merci à Hernan Vargas et à Elie Mandara de nous avoir prêté leur musique. Merci infiniment aux céramistes de s'être confiés à notre micro. Vous trouverez les liens des travaux de toutes ces personnes dans la description et nous, on se retrouve pour le prochain épisode de Pot Cassé. Haute ou basse température? Haute température. Oxydation ou réduction? Oxydation. Grès ou porcelaine? Les deux. Thé ou pinard? Thé. Ras des villes ou ras des champs? Les deux. Fer ou cobalt? Cobalt. Tournasage ou tournassage? Tournassage. Potier ou céramiste? Céramiste. Berlingot ou kangou? 5008. Collectif ou solitaire? Solitaire. 100 grammes ou 2 kilos? 2 kilos. Chamotte ou lisse? Les deux. Radio ou podcast? Radio.